Loïc Le Floch-Prigent, je vous laisse finir votre verre, parce que nous sommes en train de casser la croûte. On casse une graine. On casse une graine, c'est pour pas la mauvais, suite de notre conversation. Un peu de fromage et de vin, et du beurre pour les Bretons. Absolument. Alors, je crois que vous vouliez nous dire quelque chose. Pour manger avec. Et les couteaux vont très bien avec le beurre breton. Non, mais c'est ça qu'on dit, vous savez. Ah bon, je savais pas. Du pain, du beurre et un couteau pour manger avec. Parce que c'est ça, la traduction littérale en breton. Et un couteau pour manger avec. On mange avec le couteau. Ah, je ne connaissais pas le proverbe, enfin la formule. Du pain, du beurre et un couteau pour manger avec. Voilà. Alors, on a tout ce qu'il faut. À propos de Bretagne, je crois que vous vouliez, puisqu'on a parlé pendant notre première conversation pas mal de Bretagne, de votre famille, mais vous voulez rajouter quelque chose avant de vous retrouver parce que vous avez remarqué, à la tête de Elf. Vous avez remarqué que votre publication s'appelle Le Conservateur. Ah, j'ai remarqué, oui. Et alors, contrairement à ce qu'on pense, je suis disruptif, certainement, sur beaucoup de choses, comme vous l'avez constaté, mais dans la première conversation qu'on a eue, mais je suis conservateur. Ah, ça, férocement conservateur. Non, pas pour vous le donner, pas du tout, parce que c'est l'œuvre la plus importante que j'ai dans... c'est une œuvre qui n'est pas de moi. On le voit bien à la caméra. Qui est sans valeur. C'est un petit chien qui joue à la flûte. Alors, qu'est-ce que c'est ce petit chien qui joue à la flûte? C'est le chien qui m'accompagne depuis mon enfance. C'est un fétiche. Je vis à l'endroit où le petit chien à la flûte est. Voilà. Et je suis parfaitement conservateur de ce tableau complètement inutile, stupide, non signé, et qui est sur bois, et qui est pour moi le tableau le plus joli de mon enfance. Mais vous n'emmenez pas en voyage quand même? Non, mais je vis, ma maison, c'est la maison où il y a le tableau. Voilà. C'est votre côté poète, ça. Voilà. Et alors que c'est ce tableau? C'est un petit chien qui joue de la flûte. Alors c'était mon compagnon. Pourquoi? Parce que j'allais toutes les semaines chez mon grand-père paternel, et mon grand-père paternel avait une deuxième femme qui était pas commode du tout. Une mégère, vous dites. Pas commode du tout, une marâtre, une mégère, un peu minable. Et je devais l'embrasser. Je devais l'embrasser. Et je n'avais pas envie de l'embrasser. Alors je faisais des caprices, donc je n'avais rien d'abord. Et on m'enlevait de la pièce où étaient le grand-père et la grand-mère. Et on me mettait soit dans le couloir, mais il faisait un froid de canard, l'hiver c'était affreux, soit à l'hiver, on me mettait dans le salon, où je n'avais pas le droit de m'asseoir autrement que par terre, et où la seule chose qu'il y avait, c'était, pour moi de joli, c'était ce tableau, avec le petit chien. Et donc je passais des heures, ce qui m'apparaissait des heures, à parler au petit chien. Et donc ça a été mon compagnon de misère pendant une grande partie de mon enfance. Voilà. Vous lui parlez toujours? Et je lui parle toujours. Voilà, c'est mon petit chien. On va le mettre là, on va le mettre là, on va pas le quitter ce petit chien fétiche, mais pensez à le prendre en partant, parce que je vais en faire un trophée. Je veux dire que je ne vous le donne pas. Je vais en faire un trophée. Il est là. Alors, vous avez bien besoin du petit chien dans les années qui suivent, parce que... C'est parce que je pensais aux années qui suivent que je trouvais que c'était important de savoir que finalement, la prison... qu'elle soit à la Santé ou Fresnes, n'était pas l'endroit où il y avait le petit chien. Ou à Lomé. Ou à Lomé, voilà. On verra, parce que vous avez fait quand même... Là, vous avez... mais j'ai fait une revers de médaille. Une belle brochette. Une belle brochette. Et il faut dire que... C'est facile à dire, et je n'ai rien à vous reprocher, évidemment. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Quand vous arrivez à Elf, vous faites venir... Alors, vous gardez André Tarallo, qui a créé Elf en Afrique, qui a permis de développer beaucoup dans les années 80 Elf en découvrant de nouveaux marchés, avec des procédés qui sont les procédés de la profession, c'est-à-dire, vous le dites, vous l'écrivez, de la corruption? Non. De la corruption, c'est un grand mot. Vous utilisez le mot. Quoi? Vous utilisez le mot dans vos mémoires. Enfin, il y a de la corruption et il y a autre chose, il y a une relation d'État. Il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a des chefs d'État
avec lesquels De Gaulle et Foccart, puis ensuite Foccart, se sont entendus sur une Bien d'autres, il n'y a rémunération, pas que Foccart. Hein. une rémunération du chef d'État. Et puis il y a par ailleurs des commissions liées à d'autres que le chef d'État. Et des rétrocommissions pour que chacun se tienne par la barbichette. Et voilà, c'est ça. On donne à celui qui apporte, on corrompt celui qui... Chacun corrompt l'autre. Voilà. Comme ça, ils se tiennent. Donc il y a deux éléments. Il y a des relations avec les chefs d'État et des relations avec des entourages divers et variés, avec intermédiaires. À coup de millions d'euros, quand même. Hein. Bien sûr. C'est des hauteurs faramineuses. Oui, enfin bon, c'est les hauteurs de l'époque. Non mais, je veux dire, je n'ai rien inventé, tout le monde faisait pareil, et c'était l'air du temps. Les rémunérations dans le pétrole des États sont des rémunérations liées aux chefs d'État et aux intermédiaires. Tout le monde s'est finalement mis au diapason de la relation entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Et oui. Et il n'y avait pas d'autre. Et comme sinon on plongeait. Ben sinon, les Américains prennent tout. Voilà. Lorsque j'arrive au Nigeria, il y a Exxon qui est là, et Exxon c'est Exxon. Et puis il y a Shell qui est là, et Shell c'est Shell. Bon, les Américains ils sont là. Bon. Lorsque j'arrive, comme les carabiniers, je regarde ce qu'ils font. Et on me dit, voilà comment il faut faire. Je dis, je fais. Ah, c'est tout. Après, on peut me reprocher tous les... Et je fais ce qui est fait. Et rien d'autre. Et c'est les relations pétrolières, parce que le pétrole est un produit complètement fou, puisque entre le prix du pétrole, qui est nul au départ, c'est l'extraction, et puis sa vente, il y a toujours eu un gouffre. Et ce gouffre, le fait d'avoir imaginé que le producteur de pommes de terre dit voilà, vous allez, votre pomme de terre elle est vendue 100 fois le prix. Il dit c'est magnifique, c'est le paradis. Et c'est ça. Le pétrole est un produit sans prix, oui, avec un coût faible, qui a une telle incidence sur la vie quotidienne que l'ensemble des intermédiaires, qui soient au départ ceux qui vont le tirer, qui vont le transporter, qui vont le raffiner, tous les chiffres sont aberrants, n'ont pas le sens commun. Et donc cette masse... Ils n'ont pas le sens commun, oui, parce que pour le commun des mortels, ce sont des sommes effrayantes. Oui, mais aujourd'hui, lorsque vous payez votre litre d'essence, malgré l'augmentation des prix, malgré, c'est-à-dire 2 €, les taxes d'État correspondent à 1,02 €. Oui. Donc chacun fait son beurre sur... Le tout, c'est de garder nos parts de marché et de maintenir à flot la grande entreprise pétrolière non américaine. Alors, là, vous posez une question sur un personnage dont j'ai prononcé le nom, qui est André Tarallo, que vous trouvez à Elf, qui est le numéro 2 de Elf, il faut le dire, à peu près. Ah, le numéro 2 d'Elf. Numéro 2. Et qui a sa manière bien à lui de travailler, parce qu'il y a des commissions et des rétrocommissions aussi vis-à-vis des partis politiques français. C'est un autre aspect, ça. Vis-à-vis des partis politiques et vis-à-vis d'individus. Il y a tout. Il paye des partis, il paye le RPR. Il est très proche de Jacques Chirac. Il paye des partis et des particuliers. Je reviens. J'insiste sur... Oui. Il paye des gens et des partis. C'est les deux, mon capitaine. Attention, parce que c'est très important. Camarade de promotion à l'ENA de Chirac. Et vous posez la question avec Mitterrand, est-ce qu'on le garde ou pas? Oui. Et il a rendu tellement de services à Elf, donc à la France, que vous décidez de le garder. Oui. Parce que ces liens sont précieux et parce qu'il faut continuer. Oui. Ou alors on plonge. Oui. Mais alors là, vous allumez un contre-feu, et alors là, c'est là où je me permettrai d'être un peu interrogatif.
vous avez rencontré à Ron Poulenc quelqu'un qui est très connu Non. J'ai fait venir à Ron Poulenc quelqu'un qui était directeur des relations humaines de Moulinex. Alfred Sirven. Qui s'appelle Alfred Sirven, qui a très bien réussi à Ron Poulenc. Oui. Oui. Mais vous n'êtes pas renseigné sur le personnage. Vous n'êtes pas renseigné sur le personnage. Je suis renseigné sur le personnage suffisamment pour savoir que ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité. Non. Moi, Attendez, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. À 25... Oui, alors c'est pas comme ça. Je suis content que vous disiez que vous n'êtes pas conscient comme ça. Je suis parfaitement conscient que le personnage est sulfureux. Simplement, il est chez Moulinex, si jamais le patron de Moulinex le suit, eh bien, il réussit. Et le patron de Moulinex ne le suit pas, et par conséquent, mais bon. Et en ce qui concerne Ron Poulenc, si jamais dans le truc que j'avais chez Ron Poulenc, je n'ai pas Sirven pour traiter les sujets de relations humaines, je me plante. C'est pas avec les bras cassés qu'il y avait chez Ron Poulenc à l'époque qu'on s'en sort. Mais enfin, vous ne saviez pas, par exemple, qu'à 28 ou 30 ans, il a braqué une banque au Japon. Ça m'intéresse pas. Je ne fais pas. Ça, c'est votre personnage. Naïf ou confiant. Vous avez raison de me prendre sur le sujet. Je dis, je n'en ai rien à faire. Mais parce que c'est vous qui m'intéresse. Vous faites confiance. C'est moi. Vous faites confiance. Je fais confiance. Vous dites que c'est votre travers et votre force. Absolument. Je dis, peu importe. Vous aimez faire confiance. Êtes-vous efficace? Êtes-vous loyal avec moi? Et donc, je fais confiance à la loyauté des gens. Et je regarde l'efficacité de ce que je leur demande. C'est ça que je demande. C'est-à-dire, lorsque je recrute aujourd'hui un directeur de site, je ne vais pas aller fouiller dans sa vie, ni privé, ni public. C'est pas mon problème. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous savez faire? Je le juge sur ce qu'il fait. Et je juge sur la loyauté envers l'entreprise. C'est ça qui m'intéresse. Et là, la loyauté de Alfred Sirven vis-à-vis de Ron Poulenc, elle a été parfaite pour les années que j'ai fait. À Moulinex ou ailleurs, et ce n'est pas le problème. Il casse une grève avec des gros bras, il paye les syndicats, drôle de DRH, président de l'association des DRH des grandes entreprises françaises, introduit partout. Ça, je reconnais qu'Alfred Sirven, blanc-bleu, quoi. Donc vous considérez que l'ensemble des DRH ont eu tort, comme moi, de pas le voir, que c'est son efficacité. Il était reçu partout. En quoi est-ce que M. Chirac, lorsqu'il recevait M. Sirven, avait regardé son truc, il est en tort aussi, lorsqu'il était partout. Mais non, n'en faites pas un ennemi public numéro 1. J'en fais pas un ennemi public numéro 1. Et je ne vois pas en quoi le fait que je fasse confiance en des gens est critiquable, puisque personne n'est parfait dans ce monde. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, mais tout le monde n'utilise pas des procédés expéditifs pour casser des grèves. Est-ce que de temps en temps, il vous avez pas apparu dans la vie politique qu'un tel qui était blanc comme neige, ah tiens, mais c'est bizarre, il avait fait ci et ça. Donc, bien sûr, tout le monde. Donc, ne jugeons pas. Vous avez peur d'être paranoïaque, comme vous dites, c'est-à-dire d'avoir peur des gens. Jugeons les gens sur ce qu'ils font, regardons ce qu'ils sont capables de faire et jugeons les gens sur ce qu'ils font. Je ne changerai pas à 80 balais de position sur le sujet. Non, mais c'est tout vous, ça, vous aimez faire confiance. Il n'y a pas d'autre solution. Si jamais vous regardez sous le tapis sans arrêt, vous ne faites rien et vous prenez que des imbéciles. Voilà, que des imbéciles. Alors maintenant, vous avez un niveau d'imbécilité total, vous êtes tranquille et vous ne faites plus rien. Et par ailleurs. Sirven n'était pas un imbécile, certes. Un Toulousain, haut en couleur, amateur de saucisson, qui vit bizarrement. Seul dans un studio, très étrange personnage, d'ascendance kirghize en partie. Alors, on m'a reproché à Ron Poulenc de dire vous ne regardez pas ce qu'ils sont. Bientôt, il fallait que je sache ce qui j'envoyais, s'il fallait le nombre de femmes, le nombre d'enfants, le nombre. Pas le sujet. Et alors vous l'embauchez en grande partie aussi, enfin vous le gardez après l'avoir conservé à Ron Poulenc, parce que vous voulez qu'il contre
plus ou moins implicitement, l'influence d'André Tarallo, notamment en Afrique. Et ce dont vous ne vous doutez pas, c'est qu'ils vont non pas se concurrencer l'un l'autre, mais s'entendre un peu sur votre dos, ou derrière votre dos. Oui, c'est ça. C'est ce qui se passe. C'est l'histoire, c'est mon histoire. J'assume. Contrairement à beaucoup de responsables de ce pays, devant la justice, je dis j'assume, j'ai fait ça. C'est vrai. Je suis coupable. C'est vrai. Vous voulez que j'aille faire de la tôle, je fais la tôle à cause de ça, très bien, je fais. Et je ne me mets pas en appel à la suite de la peine prononcée. Je dis d'accord. Vous voulez me coupable, je suis coupable. Je suis coupable d'avoir pas vu que deux de mes collaborateurs, l'un contrôlant l'autre, me contrôlaient moi. Ok, très bien, parfait. Que j'y fasse. Mais... Ça ne fait pas de vous un naïf, mais un homme confiant. Elf progresse. A progressé. Elf est devenu la première compagnie internationale, la première combattant les États-Unis, et c'est sous ma juridiction et grâce aux méthodes que j'ai employées, que vous n'aimez pas quelques années après, c'est votre affaire. Vous bénéficiez les uns et les autres de ce que j'ai fait. Les gens qui sont chez Total aujourd'hui bénéficient de ce que j'ai fait. Ils m'en sont pas reconnaissants. Qu'est-ce que c'est le problème? C'est pas mon problème. Mon problème, c'est que je sais ce que j'ai fait. Alors, il y a un autre problème, c'est les juges. Et là, vous posez très bien la question des juges. Vous commencez par introduire la question des juges par l'évocation d'un proche, d'un breton, juge Michel, qui est un juge de paix en somme, qui cherche la paix. Mais vous dites qu'il y a une justice bretonne, de proximité, ça va très loin pour le localiste que je suis, sans être régionaliste, et qu'il y a une justice parisienne complètement différente. Et que les juges parisiens sont très souvent mus par des affects qui les remuent, l'esprit de revanche sociale, la haine du patron. C'est-à-dire que nous sommes passés avec mon affaire, et j'ai expliqué aux uns et aux autres, alors maintenant les gens ne se souviennent plus de ce que j'ai dit à l'époque, on est passé d'une justice que je connaissais moi, c'était la justice bretonne, la justice française qui avait tendance à considérer qu'il fallait qu'elle soit indépendante de quoi? Je ne sais pas. Pas de même. À considérer que les juges étaient la bouche de la loi et que par conséquent ils ne pouvaient pas se tromper. Et moi, qui avait comme deuxième frère de mon père, un juge qui est allé très loin comme juge à Paris, qui rencontrait beaucoup de juges chez lui, je savais que c'était pas vrai, parce que j'ai entendu les conversations des juges, c'est pas vrai. On vous a bourré le mou avec les juges indépendants. Ils ne sont pas indépendants de leur propre ressentiment social. De leur histoire. C'est ça. Et donc, l'histoire de cette justice indépendante, des gens qui sont droits, et qui jugent, tout ça c'est du pipeau complètement. C'est-à-dire qu'on interprète les textes, on met des textes supplémentaires, on dit oui mais là il y a dans ce texte, les juges constitutionnels, les juges des droits de l'homme, les juges des machins, toutes ces cours suprêmes, etc. Ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi, et qui ont leurs problèmes conjugaux, leurs problèmes avec leurs enfants, leur ressentiment social. Et leur ressentiment social. Et donc on ne peut pas faire confiance. Et donc ma mère avait une phrase permanente qui m'a bercé toute ma vie de proscrit. C'était la justice des hommes, c'est ça, il n'y a pas de justice. La justice des hommes est imparfaite, forcément. Il n'y a que seulement la justice divine est bonne. Donc elle était là-dessus. Et donc j'ai dit, la justice divine, c'est pas celle que j'ai en face de moi, maman, c'est dommage, parce que bon, voilà. Mais vous avez répété cette phrase. Vous avez répété cette phrase. Ah oui. Oui. 17 ans de procédure pénale, quand même. 17 ans, et donc j'ai rencontré des gens avides de pouvoir et en revanche sociale permanente. Et je dis que ces gens-là ne sont pas aptes à juger, et je considère qu'on est en train de faire fausse route dans la démocratie avec le gouvernement des juges. On fait fausse route. C'est-à-dire que qui a tué la monarchie, je vous signale déjà. Oui, mais on tuera la démocratie aussi. C'est ça. On tuera la démocratie aussi, parce que si jamais l'interprétation d'une loi doit être faite par des gens
qui vont la colporter au point de foutre en l'air l'ensemble de la société, ce n'est pas forcément ce que le peuple a voulu. Et on s'aperçoit aujourd'hui, qu'on attend du Conseil constitutionnel qu'il dise ce qu'est constitutionnel ou pas dans une loi qui a été faite par les représentants du peuple, soit c'est les représentants du peuple qui l'ont faite, auquel cas on considère que c'est le peuple, soit on considère que les représentants du peuple, ce ne sont pas vraiment des représentants du peuple. Très bien. À ce moment-là, on fait un référendum pour savoir ce que le peuple veut. Mais on n'a pas le choix. C'est le peuple. On fait ça au nom du peuple. On ne fait pas ça au nom. Attention, on fait ça au nom du droit. Pardon de nous interrompre, Loïc Le Floch-Prigent. Au nom du droit. Et la mort de Dieu a laissé un trou béant. Et pour beaucoup, il est rempli par le droit de l'homme, par les droits sociaux, par le droit. Le droit a une valeur sacrée et le juge est armé du droit. Et cette sacralité-là, elle est extrêmement dangereuse, je trouve. Je préfère encore la sacralité divine, moi. Si c'est la bouche de la loi, il faut savoir comment la loi a été élaborée et qui a été votée. C'est-à-dire que et qui l'interprète. Si jamais dans les textes qui m'ont condamné, et qui ne m'auraient pas condamné aux États-Unis, qui ne m'auraient pas condamné en Allemagne, qui ne m'auraient pas condamné en Suisse, qui m'ont été condamnés seulement là. Non, mais le droit est un dieu en France. Ouais. Si jamais ces textes m'ont condamné, c'est parce que il y a eu une interprétation des textes par des gens qui avaient envie de les interpréter comme ils voulaient et sur lesquels je n'avais pas à revenir. Donc il y a bien un contexte dans lequel il faut... Enfin, si jamais on ne réfléchit pas à ça, alors bon, c'est pas à moi d'y réfléchir. Moi, il faut le faire. Mais si jamais la société française ne veut pas réfléchir à ça, si elle continue à dire, voilà, nous avons voté un texte au niveau du Parlement, mais le Conseil constitutionnel va dire si on avait le droit de le faire ou pas, là, on ne peut pas s'en sortir. Alors, il y a deux problèmes. Il y a celui dont nous venons de parler, c'est-à-dire les juges sont des hommes et ils sont armés d'un nouveau sacré qui est excessivement sacré, qui s'appelle le droit. Il y a un autre problème, c'est que les juges sont d'autant moins indépendants, et le cas d'Eva Joly est intéressant. Je vous pose cette hypothèse. Beaucoup de juges se sont acharnés contre vous parce que vous aviez tout pour déplaire. Vous étiez à la fois le mouton noir comme le breton qui arrive, donc vous n'avez pas la nomenclature énarque et des grandes écoles pour vous. Et en plus, vous étiez un patron de gauche. Alors ça déplaisait à tout le monde parce que vous étiez patron et parce que vous étiez de gauche. Alors vous avez tout pour vous faire condamner. Ah, c'est fantastique, Ah oui, vous avez été parfait. J'étais le mouton noir parfait. J'ai accepté oui. La responsabilité de ce que mes collaborateurs ont fait. Et les gens ont trouvé ça normal. Les gens qui ont suivi n'ont jamais accepté la responsabilité de ce qu'ont fait leurs collaborateurs. Et ils ne sont pas certains d'avoir les gouttes. Et donc là, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet pour moi. C'est un énorme sujet philosophique. J'ai réussi à sauver Rhône-Poulenc, à sauver Elf, à mon avis, à orienter Gaz de France pour que ce soit pas mal, et à orienter la SNCF. J'ai réussi. Et je me suis fait condamner pour des choses qui ont été commises par mes collaborateurs, et j'ai assumé que ce que mes collaborateurs avaient fait sous ma juridiction, c'était moi qui les avais fait. Parce que pour vous, la boussole, c'est le bien commun, c'est pas le droit. C'est le bien commun. Voilà. Et donc, ceci... Vous savez que De Gaulle disait exactement la même chose. Le droit, ça vient après le bien commun. Ceci n'est plus... aujourd'hui, la règle. Cette règle, le fait que cette règle ait divergé, le fait que nous soyons dans cette position aujourd'hui, est très dangereux pour la France, pour la démocratie, pour tout ce qu'on peut imaginer. Pour le bien commun. Et pour le bien commun. Et donc, j'aurais voulu que mon cas soit examiné de plus près par les uns et par les autres. Ils n'ont pas voulu le faire. Mais il l'est maintenant. Ils n'ont pas voulu. Mais de fait, il l'est. Il l'est. C'est-à-dire, je n'ai pas, vis-à-vis du bien commun, et vis-à-vis de la République, je n'ai pas commis de faute. C'était bien ça qu'il fallait que je fasse, et je le referais s'il fallait le refaire. Je ne me suis pas enrichi. D'autres se sont enrichis, c'est leur affaire, moi c'est pas mon problème. Vous n'avez aucune richesse personnelle. C'est pas mon problème.
C'était pas mon Vous problème. n'êtes pas Mais ça n'a jamais été mon problème. Oui, j'ai bien Ça n'a compris. jamais été mon problème. Comme ceux de votre famille, d'ailleurs. Tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Que c'était pas mon problème. Tout le monde. J'étais moqué à l'intérieur du microcosme parisien par le fait que ça ne m'intéressait pas. Le luxe n'a jamais été mon problème. C'est-à-dire qu'il y ait un lit en ferraille de la prison de Fresnes avec un matelas dégueulasse, un lit en varech comme dans mon enfance, ou un lit king size de ci ou ça, je n'en ai rien à faire. Et j'en ai rien à faire aujourd'hui, comme hier, comme hier. Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas. On dit, vous étiez dans des palaces. Et qu'est-ce que c'est votre problème? Votre problème, vous, madame. Je préfère que ce soit des Français que des Américains qui soient dans des palaces. Vous avez envie d'être dans les palaces, mais ça m'est égal. Lorsque j'allais dans les trucs à Riyad, est-ce que vous pensez qu'à Riyad, j'ai été bien dans les trucs avec. J'arrivais dans des trucs avec 5 pièces. 5 pièces pour un lit. Impossible d'éteindre la lumière. Je mettais une demi-heure à éteindre la lumière en disant, où est-ce que c'est, tout ça, mais quel est le problème? Mais il y a une autre hypothèse, alors on a fait une parenthèse sur le luxe, c'est que les juges ne soient pas indépendants pour une autre raison, c'est qu'ils soient liés à des puissances étrangères. C'est l'hypothèse sur laquelle devraient travailler un peu plus les services français. Voilà, donc moi c'est... Je suis content de vous l'entendre dire, voilà. Parce que je suis étonné que personne... Ça mérite d'examen. Personne ne lance l'examen, ne met en examen cette hypothèse. Est-ce que je peux parler d'Eva Joly? Alors Eva Joly, vous allez en parler aussi, mais j'ai regardé sa vie, qui est extrêmement étrange. Alors il y a le ressentiment, parce qu'elle a été jeune fille au père, elle a épousé un certain Joly de votre parentèle, Patrice Joly, qui finira par se suicider d'ailleurs. Répudiée par sa belle famille, trop bourgeoise, cette jeune fille est modeste, mais pleine d'ambition. Il y a un signe intéressant, c'est qu'à 20 ans, elle concourt à Miss Norvège, Eva Joly. Alors elle arrive 3e, mais c'est un trait de caractère étonnant. On a l'impression qu'elle est prête à tout pour réussir, ou pour se venger. Elle a eu un parcours très intéressant. Elle est entrée très tard à l'École nationale de la magistrature et un peu par accro. Elle y entre à 36 ans, elle en sort à 38 ans. C'est assez tard pour faire des études. Elle devient magistrate d'une arrogance folle. Elle est passée par des sociétés états-uniennes aussi. Elle a eu des liens professionnels avec des sociétés américaines. Elle se paye le patron de la plus grande entreprise pétrolière qui n'est pas américaine. Et elle est décidée, dès l'abord, à se le payer. Et on n'enquête pas là-dessus. Non. Le naïf, c'est pas vous, c'est l'État français. Oui. Nous sommes d'une naïveté. J'ai rappelé dans la première émission la phrase de Mitterrand, rappelant que nous étions en guerre avec les Américains, une guerre totale, une guerre à mort, sans mort apparemment, mais ça veut dire que nous n'avons pas conscience que nous sommes en guerre. Ce qui arrive à me mettre dans l'embarras, parce qu'il faut aller chercher les choses en dehors des aspects journalistiques et je dirais plénéliens de l'affaire, parce que Plenel est comme Madame Joly, l'assassine, ils étaient en liaison, hein, donc c'est Plenel. La connexion du juge et du journaliste, c'est toxique. Hein. Donc l'aspect plénial de l'affaire, ce qui est passionnant, c'est le fait qu'à un moment, je me mets dans l'idée, avec l'assentiment de Mitterrand, que la Russie est un élément clé du dispositif européen parce qu'il y a un pétrole et un gaz pas cher. Je rachète la raffinerie de Leuna en Allemagne de l'Est à la suite du chute du mur de Berlin pour en faire une pépite grâce à un contrat avec la Russie. Donc je travaille. Vous aggravez votre cas. Je travaille au rapprochement
avec la Russie dans un esprit très gaullien, et qui était l'esprit de Mitterrand à l'époque, clairement. Et c'est à ce moment-là que les choses se déchaînent. Et je me retrouve dans les difficultés au moment où l'enquête est en train de se développer, patron de Gaz de France, avec comme grand partenaire la Russie, puisque mon grand partenaire c'est Gazprom, et à l'époque avec Viakarev, avec qui j'ai des relations, et avec Tchernomerdine, que j'ai très bien connu, qui est ministre des engrais à l'époque où je le connais, qui devient l'ambassadeur de Russie en Ukraine, donc tout ça est troublant. Il y a autre chose de troublant. Quand vous regardez après, et que j'ai l'agence Kroll et la CIA aux fesses, c'est troublant. De la même façon que par la suite, lorsque je continue à avoir des relations en Irak, puisque j'ai des relations en Irak, je me retrouve encore une fois avec sur ma route des gens de la CIA. Donc, tout ça est troublant. Il y a autre chose troublante. Est-ce que vous allez sauter au plafond? Faites-le. Ou me trouver... Je vais avoir du mal, le plafond est... Ou me trouver un peu paranoïaque. Quand vous parlez de la Russie, quand vous parlez du gaz et du pétrole, en l'occurrence le gaz, je ne peux pas ne pas penser à un de vos successeurs à la tête de Total, oui. Monsieur de Margerie, oui. Dont l'avion explose. Christophe de Margerie. Christophe est très proche clairement de vous. De Poutine. Oui. Très proche de Poutine. Enfin, il a eu le même réflexe que vous. Développons les relations avec la Russie. Ah ben, lui, quand on s'intéresse à l'énergie, ça tombe tout le sens. C'est lui qui prend complètement en main l'ensemble de ce que j'ai fait chez Elf. Excusez-moi de revenir là-dessus. C'est-à-dire il faut le faire. Il reprend tout ce que j'ai fait chez Elf et la liaison avec les gens avec qui j'étais. Bon. Et donc, il met Elf, et par conséquent Total, devenu Total, à l'abri pendant, sauf géopolitique désastreuse, pendant des années, compte tenu de ce qui est fait, en même temps que grâce à Technip, qui est la société choisie pour faire l'affaire colossale d'aller chercher en Sibérie très glaciaire le gaz et qui permet de le faire 2 ans avant la guerre. La prévision. Enfin, l'effort qui est fait en Russie est considérable. Et son avion explose. Son avion. Alors il y a une histoire de chasse-neige. Rencontre un chasse-neige au moment où il n'y a pas de neige. Voilà. Bon. Ah. Et sa femme n'arrive pas à faire établir la vérité. Non. C'est l'affaire Mattei, je disais Matteo, c'est Mattei, président de l'ENI, qui fait la même chose, qui j'en sais rien. Sauvegarde. Non mais attendez, il y a quand même des questions. Il veut sauvegarder l'indépendance énergétique de l'Italie. Il a un groupe qui s'appelle l'ENI, et il explose aussi en avion. Voilà. Cher ami, moi je suis scientifique. Vous n'avez pas peur de prendre l'avion ? Je suis scientifique, par conséquent. Il y a des relations de corrélation et des relations de causalité. Moi, tant que je ne suis pas arrivé à la causalité, je n'ai rien. Bon. Donc, il y a des corrélations troublantes. Il faut garder les corrélations troublantes. Voilà, c'est tout. Mais disons que c'est une corrélation troublante. C'est clair. C'est clair que la corrélation est troublante. Vous avez des pages assez savoureuses et pleines de retenue et presque de magnanimité sur Eva Joly dans Le Mouton Noir. Vous la comprenez. Elle ne vous comprend pas, mais vous la comprenez, ce qui est le signe d'un chrétien, enfin, de culture chrétienne. Vous avez une générosité vis-à-vis d'elle, alors qu'elle n'en a aucune vis-à-vis de vous. Alors, il faut dire qu'elle va chercher tout ce qu'elle peut contre vous. Il y a l'affaire Biderman, je dis d'un mot. Qui tombe. Il n'y a plus rien. À l'instant, il n'y a rien. Oui, mais enfin, vous avez... L'affaire Biderman, judiciairement... Vous avez renfloué une entreprise textile. Judiciairement, il n'y a rien sur Biderman. Ce qui n'était pas la fonction de Elf. Je ne suis pas condamné sur Biderman. Non, vous ne l'êtes pas, en effet. Mais enfin, elle va le chercher. Elle va le chercher. Elle va chercher midi à 14h, si on peut dire. Il n'y a rien.
je répète, Oui. il n'y a rien sur Biderman. D'ailleurs, il y a quelque chose de bizarre. Il n'y a rien. Dès le début, elle vous met La condamnation. 5 mois en prison, alors dans les années 90, en préventive, ce qui est extraordinaire, comme si vous étiez dangereux. On ne fait pas ça en général. Tarallo n'a jamais fait de préventive. Non. Vous étiez dans le collimateur. Hein. Tout ça est troublant. Ah. Mérite examen. Mérite examen, personne n'aura envie de le faire. Pas plus vous que quelqu'un d'autre. Ah, mais moi j'ai très envie de le faire. Ça m'est égal. Non, mais je veux dire, c'est du passé. Le problème pour moi aujourd'hui, c'est que la France, parce qu'elle n'a pas voulu regarder ce qui m'est arrivé, parce qu'elle n'a pas voulu regarder ce qui est arrivé à d'autres derrière dans les mêmes conditions, est dans une situation très délicate. Et qu'il faut revenir sur le passé pour comprendre ce qui risque de se passer. C'est pour ça, quand vous dites c'est le passé, mais non, c'est l'avenir qui est défriché. C'est ça. C'est pas à moi de le faire. Parce que moi, c'est un point de moi, je dis écoutez les enfants, voilà, j'ai jamais, vous m'avez condamné, vous m'avez foutu en tôle, vous m'avez vilipendé, machin, etc. Tout ça c'est faux, tout ça est dit aussi, et arrêtez, et bon. Et moi je vis correctement aujourd'hui, je continue à faire les choses qui m'intéressent, je suis patron d'entreprise, je suis heureux avec les gens que j'aime, etc. Donc, mais simplement pour le pays, il serait bon que vous réfléchissiez bien à ce qui est arrivé. Parce vous vous rendez compte ? Parce qu'il y a des relations de corrélation troublantes, qui mériteraient d'être regardées. Vous vous rendez compte du degré de soumission ? Mitterrand a raison en disant l'Amérique est en guerre contre nous et elle est féroce, elle est vitale. Il utilise le mot vital. Notre degré de soumission pour ne pas investiguer, se poser des questions, aller chercher ce qu'il y a derrière, ne serait-ce que le groupe ou la CIA ou le groupe Kroll qui vous poursuit pour vous coincer et qui manifestement sert les intérêts des États-Unis. Moi, je dis les choses très clairement, je ne comprends pas pourquoi personne ne le fait. Et pourquoi l'État n'enquête pas. Il faut qu'on soit très soumis pour arriver à se taire. Vous ne trouvez pas ? Hein ? Je ne suis pas chef de l'État. Astérix. Le chef de l'État. Moi, je vois midi à ma porte. Midi à ma porte aujourd'hui, c'est sur l'énergie, nous avons déraillé, et sur l'industrie, nous avons déraillé. Il n'y aura pas d'avenir pour la France si on ne se remet pas sur l'énergie et sur l'industrie à se mettre sur les rails de la prospérité, de la croissance, de l'indépendance, de la souveraineté et de l'indépendance. Il n'y a pas de solution. Donc moi, tant que j'aurai un souffle de vie, je resterai sur cette dynamique. Et ça m'occupe 100% de mon temps. C'est extraordinaire. Donc, si jamais les gens ont envie de s'occuper de ce que vous dites, qu'ils le fassent. Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est la France dans l'avenir. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en plus, dans votre personnalité propre, il y a une sorte de trésor supplémentaire, pas de ressentiment. La prison passe sur vous comme de l'eau sur une plume d'oie, vous lisez, vous n'en sortez pas aigri du tout, mais pas du tout. 3 fois de la prison, d'autres une fois en des gens fantastiques en prison. C'est-à-dire ? Je rencontre des gens qui sont vrais, qui ont fait des choses, qui sont affreuses, mais qui montrent bien la façon dont la société est en train, par exemple, pour les drogués, de pénaliser des gens qui sont des petits sans aller chercher les gros. Oui. Donc à un moment, on sait que ça va péter. Oui. Et puis ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font... je fais des rencontres passionnantes en prison. Et vous parlez avec les gens. Je fais 2 livres sur la prison, l'un avec mon expérience de la prison, l'autre pour repenser la prison, qui ont eu un succès très limité. Bon, tant pis, on va peut-être les découvrir dans 20 ou 30 ans, c'est pas grave. C'est pas le problème. Mais j'ai indiqué la manière, et la manière dont aujourd'hui on peut résoudre les problèmes qui sont relativement simples à résoudre, si on a envie. On n'a pas envie de résoudre les problèmes. C'est pas ministre de l'Industrie qui vous devriez être, c'est ministre de la Justice, en réalité. On ne veut pas les regarder. Oui, c'est sûr. On ne veut pas les regarder. On veut pas regarder. J'ai un sentiment d'insécurité. Non, j'ai de l'insécurité. J'ai un problème. Moi, quand je joue au volley-ball avec les gens de Fresnes,
une fois par mois. On m'appelle le vieux, effectivement tout le monde est jeune. Je ne comprends pas un mot de ce qu'il m'est dit. Pas un mot. La langue, Pas un mot. c'est pas notre langue. Ben, il ne parle pas ma langue. Je ne comprends pas un mot. C'est un problème. Pas un mot. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous pouvez aborder tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez dire derrière cette question de langue? Il y a une différence il y a de langue Il y a une entre langue, les jeunes et les classiques. Il y a 80-90% d'immigrés, d'étrangers. oui. Et deux, ces gens-là ne savent pas parler français. Combien vous du dites, tout. 80-90%? Oh oui, énorme. Bah oui, tout le monde le sait, personne ne le dit. Dans mon équipe de volley. Tout le monde le sait, personne ne le dit. Ah, j'étais là. Si, moi je le dis. Mais bon, ça n'intéresse personne parce que j'ai été en prison. Ça intéresse tout le monde. Mais non, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse pas la nomenclatura, les élites, les oligarchies. Ça n'intéresse pas. Lorsque je parle de la prison, ça n'intéresse personne. Je n'en parle pas. Point. Alors, et ceux qui parlent de la prison, ce sont des avocats ou des juges qui n'ont jamais été en prison. Donc voilà, je leur dis, allez en prison. Ils ont des politiques qui disent, je suis allé visiter une fois. Très bien, vous avez été visiter une fois. Alors, je connais tout. Très bien, parfait. Il n'y a pas... Alors, je reviens à la science. Je suis un scientifique. Réalité. Si jamais je ne connais pas sur le fond un problème, je ne peux pas en parler. Et je ne m'en mêle pas. Et donc, je passe un temps fou à essayer d'aller au fond des problèmes pour essayer de savoir si j'ai raison ou tort. Et je ne suis jamais conscient de plus que je n'en sais rien qu'après avoir potasser un sujet pendant des mois et des mois. Et je me dis, bon, mais finalement, à bout de tout ça, avec tous les gens que je connais, etc., quelle est mon opinion? Je me mets devant la glace, je dis, mais quelle est ton opinion finalement? Alors après, si jamais dans ce pays, on dit le doute est important pour la science, on devient sceptique. Alors bon, je suis un sceptique complet, permanent. Je n'en sais rien. Mais vous n'êtes pas sceptique sur les êtres, parce que, je ne sais pas si on aborde, au moins faisons-le du bout de l'aile, une dernière histoire qui a fait souffrir quand on lit votre biographie. Vous sortez pour la 3e fois de prison, on est au début des années 2000. Évidemment, vous êtes un peu tricard, ce qui ne correspond pas... L'inactivité ne correspond pas du tout à votre personnage, vous voulez faire, et puis vous avez un savoir-faire que vous devez employer. C'est presque physique. Et vous voilà parti dans une nouvelle aventure qui vous décrit de nouveau comme très chrétien, c'est-à-dire vous faites confiance, vous ne voyez pas le mauvais côté des êtres. Vous rencontrez un personnage auquel vous commencez par faire confiance, encore une fois, de façon un peu rapide, qui s'appelle Abbas Youssef, un Émirati, homme d'affaires, proche de tout ce qui compte, et au Proche-Orient et à Paris. Il connaît votre savoir-faire pétrolier, et il se dit, ce type-là, je vais l'utiliser, mais... vous ne voulez pas être son salarié et vous concluez un pacte d'honneur au terme duquel, si vous réussissez à développer pour lui une sorte d'empire pétrolier, ou tout au moins d'empire pétrolier, vous en partagerez 10 ans plus tard les bénéfices. Et vous voilà parti, vous recommencez à explorer, vous partez au Congo-Brazzaville, vous racontez une expédition. Il y a le Canada, il y a partout, vous le servez. Et là, je suis sidéré parce que vous n'en avez pas de bénéfice. Enfin, ils vous remboursent vos frais, bien entendu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est incroyable. Parce que je pense qu'on peut effectivement gagner de l'argent dans le pétrole, on peut toujours en gagner. Il y a beaucoup d'argent beaucoup de gens là, c'était pas pour vous. Qui vont continuer à garder. Mais si jamais les Français ne veulent pas, ils ne veulent pas. D'ailleurs, je ne suis plus dans le pétrole du tout, parce que c'est pas la peine de faire bourrard un âne qui n'a pas soif. Si jamais le monde entier considère que
en France considère que je n'ai pas de compétences, ben, je n'ai pas de compétences, j'ai des compétences ailleurs. Mais c'est cet pas Abou grave. Youssef avait compris vos compétences. Et C'est il pas vous grave. utilise. C'est Et pas puis grave. il vous Voilà. emmène dans une histoire, on n'a pas le temps de donner les détails, Non mais stupide, de corne-cul, c'est une affaire de corne-cul, oui. avec une histoire il devient fou, Oh non, mais fou d'une femme, Enfin, bon, à la fois... c'est des histoires qui. Il faut reprendre le truc. J'ai confiance en quelqu'un qui s'embarque dans une histoire de fou, Oui, qui essaie de m'y embarquer, je refuse, qui vous acceptez. qui fait une mauvaise affaire compte tenu de sa bêtise à lui, et qui a envie de montrer à Et de sa sa famille manipulation par une femme aussi. qui est manipulé par la femme et qui veut me faire porter le chapeau et qui pour ça Invente une manipulation terrible avec la complicité du elle président fait la corruption du africaine. Togo qui vous prend... Corruption au Togo, corruption en Côte d'Ivoire, bon et puis Et puis un jour, vous êtes en Côte d'Ivoire, on peut quand même parler de cet épisode, il est donc, sidérant. et donc tout ça Et vous ne êtes peut arrêté pas, à l'aéroport d'Abidjan. tout ça ne peut pas arriver si la France se comporte bien avec moi, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Allez, résumons. Si jamais la France, c'est-à-dire M. Hollande, M. Fabius, et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire se comportent correctement vis-à-vis de moi, il n'y a pas de sujet. Et le sujet me conduit au Togo, 5 mois et 11 jours, avec Dormant par terre, avec une tumeur à la jambe, une qu'il faut jambe très absolument opérer malade. rapidement, et sans ça, ma vie y passe. Voilà, c'est tout. Le récit que vous en faites La est résumé, poignant. c'est ça. Mais si jamais, je passe mes mots, si jamais le chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur font leur travail, il n'y a pas d'affaire. L'année, c'est 2012-2013. Le président de la République est François Hollande. Je parle de Hollande, Fabius. Et le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. L'ambassadeur en Côte d'Ivoire ne se comporte pas très bien. Par contre, celui au Togo se comporte très bien et vous aide, vous ramène à Paris, ne prend pas de vacances pour être sûr que le dossier est bouclé en votre faveur. Il y en a un qui se comporte très bien, mais il y en a un qui se comporte très mal. Je dis son nom, c'est Laurent Fabius. Je parlais de 3 personnes. Voilà. C'est tout, mais il n'y a pas d'affaire. L'affaire n'existe pas. Il n'y a pas d'affaire. Okay. N'en parlons pas plus, cet épisode qui clôt vos mémoires, que vous avez publié en 2014, il faudrait Alors après, il faut rajouter les prolonger. Alors après, il faut les prolonger. Mais il y a quelque chose de poignant. Parce que vous avez failli mourir au Togo, là, pour le coup. Ah oui, vous êtes passé pas loin de la septicémie. Là, oui. C'est-à-dire que l'endroit où vous voulez m'opérer était appelé dans tout le Lomé le mouroir. C'est pas vraiment le. Il fallait rentrer à Paris et on. Et d'ailleurs, aucun personnage de quelque rang que ce soit n'est opéré dans l'hôpital de. Mais pourquoi Laurent Fabius met 5 mois à vous faire rentrer en France, dans l'état où vous étiez? Vous interrogez des personnages, vous direz ça un jour avec lui, ce n'est pas mon problème. Encore une fois, je n'en veux à personne. Je dis vous êtes d'une mansuétude. Je n'en veux à personne, simplement, malgré tout ça, malgré tout ce que vous me dites, je ne me plains pas, j'ai eu une belle vie et je m'en suis sorti. Bon, alors maintenant... Et maintenant, vous regardez l'avenir de la France. Alors, dernier chapitre de notre conversation, l'avenir de la France. Alors, c'est ça mon sujet. Ça vous passionne. C'est ça mon sujet. C'est-à-dire que vous avez un pays qui est complètement endetté, donc il n'y a pas un sou vaillant, contrairement à ce que Pompidou trouve en 1973, au moment où il fait le programme nucléaire. Pas de dette. Il a une dette minimale. Il n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. On a une situation complexe en déficit commercial. 170 milliards chaque année. Le déficit commercial commence en 82. En l'an 2000. Ah non, en 82. Non. Le déficit commercial commence en l'an 2000, après les bêtises effectuées par le gouvernement Jospin.
Ok. Oui, mais C'est déjà, ça, les en 2000. premières années 80, pardon, ne vous en exemptez pas, les années 80, le ministre du Commerce extérieur, Michel Jobert, chaque mois, donne le chiffre du commerce extérieur. Oui, oui, qui ça n'est pas devient bon, abyssal. mais il l'habille de telle façon que. Ça devient Mais lugubre. ça dépend ce qui compte. Ce qui compte. Et l'année 2022-2023 est le déficit commercial dans l'alimentaire. La première fois de l'histoire de France. La première fois dans l'histoire de France. Bien sûr. La France n'a jamais été déficitaire Quant à l'alimentation. dans l'agroalimentaire. Jamais. De l'histoire de France. C'est-à-dire que Bien on sûr. peut commencer à Clovis. Bah, on était à 100% hein, pendant Clovis, des siècles. Depuis Clovis. Bon. Oui. Donc, et troisièmement, on est en déficit budgétaire endémique. Donc on n'arrive pas à faire le budget. Au-delà de... Alors on était à 100 milliards, maintenant on est à 173, on peut commenter, on peut continuer. Attendez, on peut À continuer. chaque fois. Attendez, je poursuis la... Et on est à un service de la dette qui va être à 70 milliards. Mais je Donc, poursuis la liste. Donc on est en faillite. Je poursuis la liste. Alors, Permettez on est en faillite. Je voudrais que vous réagissiez sur le reste de la liste. Des services publics qui ne marchent plus, Oui. l'instrument judiciaire, l'éducation nationale, Oui, bien sûr. les courroies de la transmission culturelle. La transmission est totalement grippée. Rupture que vous n'avez pas connue du tout dans votre enfance, ou au contraire, vous êtes un héritier, c'est-à-dire vous avez pris tout l'héritage de la culture française. On ne peut pas parler de vos goûts, de votre culture littéraire qui est énorme, votre goût de la musique, on n'a pas le temps de dire tout ça, mais vous avez hérité la civilisation française, et pour moi, vous êtes, vous l'avez dit tout à l'heure, le comble du conservateur, intelligent, celui qui ne conserve pas Je le vous ai centre. présenté mon petit chien. Oui, Donc, je c'est vous un montrais bon bien, signe. je suis un conservateur dans le sens À quoi que s'ajoute je suis de l'histoire. À quoi s'ajoute Je suis. À quoi s'ajoute que le pays est envahi. Chez vous, on parle d'immigration. On pouvait parler d'immigration dans les années 70, 80, 90. Il y a un moment où c'est plus de l'immigration. Quand il y a des millions de personnes sur le territoire qu'on ne peut pas chasser alors qu'on n'en veut pas, ça s'appelle l'invasion. Et même en Bretagne, vous avez Brest, Rennes et Nantes qui sont envahis, c'est clair. C'est pas la peine. Faut pas, la réalité. La réalité, c'est ça. Vous aimez la réalité, mais pourquoi on ne la dit pas, la réalité? Moi, je le dis sans phare. Alors, simplement, après, il y a un biodiagnostic et les remèdes. Alors, les remèdes, ils passent par, pour moi, par ce que j'ai dit sur le droit. C'est-à-dire que à partir du moment où sur un sujet fondamental, les retenants du peuple sont contrôlés par le droit avec des gens nommés, il n'y a plus de peuple, et par conséquent, le peuple n'arrive plus à dire ce qu'il faut. Et donc, si jamais soit on fait à nouveau un appel au peuple, soit on a envie vraiment de changer de peuple, et on se fait... Il y a un sujet. On change le peuple. Il y a un sujet. Bon, on change le peuple. Moi, je suis et on change de civilisation. Je suis un franchouillard breton. Et je dis, voilà, j'ai la prospérité, j'ai des gens, et je veux arriver à la prospérité. Pour arriver à la prospérité, je tiens à avoir une industrie prospère. Pour avoir une industrie prospère, comment on peut avoir une industrie prospère en France? On peut avoir une industrie prospère en utilisant au maximum l'ensemble de nos chances. On en a, parce qu'on a des gens absolument merveilleux qui inventent tous les jours, qui innovent tous les jours. On a une richesse encore. Je ne sais pas si elle va être la richesse des gens qui ont 15 ans aujourd'hui, mais c'est la richesse d'aujourd'hui. C'est le problème. Bon, alors on va essayer de la valoriser au mieux. Bon. Et pour cela, il n'y a pas d'autre possibilité que, une politique de fonds propres, c'est-à-dire d'argent qui vient dans l'industrie et qui est capitalisé et qui ne nécessite pas, dans un premier temps, des dividendes ni des prêts usuriers, petit 1, et 2, j'ai besoin d'une énergie abondante, bon marché et souveraine. Si jamais je n'ai pas ça, je ne peux pas m'en sortir. On l'a pas. C'est ça mon sujet. Alors, on peut revenir à ça.
On peut revenir à ça si on le veut, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, la réponse, à mon avis, je voudrais que vous réagissiez. Encore une fois, je mets mon grain de sel. Oui. La France est à la croisée des chemins. Soit, avec Macron, on est sûr qu'elle choisira cela. On s'enferme. On le fait à propos de la guerre en Ukraine, par exemple. Et sur d'autres sujets internationaux qui, à mon avis, surplombent tout. La politique internationale, étrangère, surplombe toutes les autres politiques. Soit on s'enferme dans l'univers atlantique et on est fait aux pattes par les Américains, on devient rien du tout, au point qu'ils voudront nous transformer en bouillie, favorisant, s'il se trouve, par mille moyens, l'immigration qui devient une invasion, le changement de peuple et de civilisation, vous venez d'en parler, c'est la fin. Soit nous sortons de l'enfermement, ce que j'appelle l'enfermement atlantique. Aux nouveaux conservateurs, on est obsédés par ça. Et nous nous ouvrons à nos armes extérieures qui s'appellent l'Afrique, qui s'appellent la francophonie, qui s'appellent l'outre-mer, qui s'appellent la puissance maritime de la France. C'est un tout autre jeu international. Et vous avez clairement pris parti, je crois, pour cette seconde solution, dans le dernier numéro, le numéro 12 du Nouveau Conservateur, en écrivant un très bel article sur l'Afrique, stupéfiant, parce que l'idée générale, c'est que la France se retire, et vous dites non. Ce défi africain, la France a les moyens de le relever. Vous donnez votre opinion. Quel est le vôtre? Bon, alors, mon opinion la vôtre. Est beaucoup plus pragmatique, industrielle que vous. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Quel est l'impact réel, individuel, collectif, et j'ai fait quelque chose, est-ce que j'ai le retour d'expérience qui permet de voir que j'étais dans le droit fil ou pas de l'affaire. Pour moi, tout mon esprit industriel est basé sur ces deux sujets permanents. J'ai fait quelque chose, j'ai cru en quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai bien résolu le problème posé, ou est-ce que j'en ai créé d'autres qui sont bien pires que le problème que j'ai créé au départ, que je voulais traiter? Et la deuxième chose, c'est j'ai fait quelque chose il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors, il est clair que sur l'Afrique, sur l'Ukraine, sur le Moyen-Orient, comme le retour d'expérience montre que ça ne marche pas, c'est qu'on a tout faux. Quand on prend le problème de la justice, du etc., on a tout faux. Si jamais on est incapable... L'éducation. Sur l'éducation, on a fait les méthodes globales, on a tout faux. Si jamais on ne fait pas de mathématiques, moi, aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas de professeur de mathématiques. On ne trouve plus de professeur de mathématiques. Il n'y a pas de candidat à être professeur de mathématiques aujourd'hui en France. Il n'y a pas de candidat. Oui, parce qu'il n'y a peut-être plus assez de Français formés pour former d'autres Français jeunes. Oui, ça, vous êtes toujours, après, dans... l'extrapolation. Moi, c'est pas mon problème. Moi, je constate que personne ne vient. Bon. Donc, j'ai faux. Donc, où est-ce que j'ai faux? Et donc, là, on reprend tout. Alors, pour moi, l'observation complémentaire que je fais, c'est qu'il y a paupérisation de la France. C'est-à-dire que, et nous avons, et une des observations toujours, c'est que nous avons une convergence entre le RSA et le SMIC qui conduit des gens qui ont le RSA à pas avoir envie du SMIC. Alors là, donc on est assisté et on n'a pas envie de travailler. C'est important ça. Vous êtes plus membre du Parti Socialiste, c'est important comme constat. C'est important comme constat. Alors, on n'est pas forcé. Tout le monde le fait. On n'est pas forcé. En faisant un RSA de paupériser la France au point que le SMIC rencontre le RSA. On n'est pas forcé quand même. On n'est pas forcé. Si jamais on a raisonné correctement et si jamais on a développé industriellement la France, on a gardé le RSA et le SMIC s'en est écarté. C'est pas ce qu'on fait. On est en train de rapprocher le SMIC du RSA. Ça pose un problème. Pour moi, c'est le problème. Donc on voit bien que si jamais on n'a pas... Alors les questions qu'on pose sur l'Afrique, etc., sont bien jolies. Si jamais je n'ai pas une évolution positive de la prospérité, c'est-à-dire si jamais je ne me mets pas en route pour être prospère en ce pays, de toute façon c'est foutu.
C'est vous dire, puisqu'on a l'observation que je fais, c'est qu'on est en train de partir dans le mur. On part en mur à une vitesse folle. Dans l'océan, oui. Comment éviter ça? Alors, je dis, éviter ça, c'est, d'une part, retrouver comme ambition une énergie abondante, bon marché Et souverain. Première ambition. Que nous n'avons pas aujourd'hui. C'est-à-dire, il n'y a pas un sou mis aujourd'hui, malgré toutes les rodomontades, sur le nouveau nucléaire. Et on doit faire le nouveau nucléaire non pas en 12 ans ou 15 ans, on doit le faire en 7 ans, comme on a fait du temps de Pompidou. Alors, on a vu que vous avez, pas redressé, mais beaucoup amplifié au grand dam des Américains, des États-Unis, Elf, Oui. seule grande entreprise pétrolière non américaine. Oui. Qui l'est toujours, mais sous un autre nom. Total, qui vous doit beaucoup. Et vous faites un peu la même chose, à titre d'illustration de ce que peut le volontarisme, avec la SNCF. Alors, la SNCF, j'aimerais qu'on en parle, parce que vous faites un passage très court, 7 mois, on vous promet une année, on ne vous la donne pas, fin 94 ou fin 95, c'est la grande grève. La grande grève, vous Oui. commencez à avoir des ennuis judiciaires, mais la grande grève de décembre 95 Je demande simplement est un an. terrible. Je Et demande un un an. émissaire de Chirac, je ne sais pas qui, peu importe, vient vous voir en disant Oui. le président de la République voudrait que vous repreniez, et vous dites il me faut un an quand même, et qu'on fiche la paix avec les ennuis judiciaires. Voilà. Et ça n'a pas été le cas. Et on vous Donc a la donné promesse- 7 mois, La promesse n'a pas été tenue. encore une fois. Voilà, c'est quelque chose qui arrive. Et tant pis pour lui. Prenez ça avec facilité. Alors, comment prend la SNCF? La SNCF fait une grève. Cette grève est sympathique à l'ensemble Oui. de la population, parce que l'individu qui la personnifie, Bernard Thibault, est sympathique et charismatique. Patron de la CGT. Et par ailleurs, on dit tout va mal, on a pris les cartes dans le mauvais sens. Ça va. Et donc j'arrive je dis, bon, moi, ça fait des années que je ne prends pas le train. Parce que je prends essentiellement l'avion. J'étais patron de elle, puis d'avant, je connais pas bien le train. Bon. Donc votre premier réflexe, c'est c'est de d'aller prendre prendre le le train pendant plusieurs semaines. Voilà. Plusieurs jours d'abord, puis plusieurs semaines après. Puis, Alors je il faut prenais dire le qu'il train. était en mauvais état, la SNCF, très mauvais état. Hein. Il y avait eu quelques mauvaises gestions auparavant. Quel est le mauvais état? Le mauvais état, c'est clair que on n'appuyait pas sur la richesse de la SNCF. Quelle était la richesse? La richesse, c'était le personnel. Mais pas le personnel existant. Le personnel passé et le personnel futur. C'est-à-dire que la profession de cheminot est une profession noble. La tradition. Une tradition. Et on entrait là comme au séminaire. Hein, et c'était les plus agiles, les plus talentueux, à qui le père disait, bon, je suis cheminot et toi, tu vas pouvoir devenir cheminot. Ah, voilà. Une famille noble. C'est ça, la noblesse du chemin de fer. Et c'est là-dessus, c'est cette richesse qu'il faut regarder. Tant qu'on n'a pas regardé cette richesse, tant qu'on n'a pas vérifié qu'elle pouvait être avoir un impact sur le futur, on n'a rien vu. On compare ça à une autre société, c'est ce qu'avait fait mon prédécesseur Bergogneau qui venait d'EDF, c'est ce qu'a fait ensuite l'homme qui a été chargé du rapport sur la réforme de la SNCF, Jean-Cyril Spinetta, qui était dans Air France et Air Inter. Oui. On compare, Oui. il ne faut plus comparer. On est dans un autre monde. Oui. On est dans le monde des cheminots. C'est ce que Et feront les cheminots- ensuite les Gallois et les Pépis. Ils en font. Les cheminots sont Ils des gens copient fiers. sur l'aéronautique, en fait. Ils essaient. Alors il dit voilà, alors on a des gares, alors c'est les aéroports, on a des rails, alors c'est pas comme l'aéroport, c'est différent. Puis on a les avions. Alors ils essaient de comparer. C'est pas ça. Et la C'est tradition pas ça. SNCF est perdue. Le sujet, c'est ça. Et tant qu'on ne revient pas à La tradition. à la tradition et à la capacité d'utiliser ça pour redresser la situation, on ne peut pas s'en sortir. Alors, vous commencez par prendre le train. C'est Oui. pas tant pour prendre le train, c'est pour rencontrer les personnels. Absolument. Et donc je vais voir celui qui conduit, donc je passe du temps dans la conduite, puis ensuite je vais dans
dans les voitures, et à l'époque, il n'y a pas de téléphone portable, donc personne ne sait où je suis. 95. Donc, j'arrive à une gare, je dis attention, c'est moi. Donc c'est très, très drôle parce que les gens sont paumés. Quand j'arrive dans une gare et que je m'arrête pour reprendre le train dans l'autre sens, je téléphone en disant voilà, c'est moi, je suis là, qui a appelé. Ah, le ministre vous appelle, le machin vous appelle, le machin. Je dis très bien, voilà, je reprends le train, puis ne vous inquiétez pas, je ne suis pas mort. C'était tout ce que je faisais. Et un beau jour, et un beau jour, en rentrant de Nice, relativement tôt. En rentrant de Nice, je crois. C'est-à-dire, je Le rentre train est de vide. Cannes. De Cannes. De Cannes ou de Nice, même chose. J'arrive, et là, je suis un peu fatigué, et je ne vais pas conduire, parce que la conduite c'est très fatigant, parce que je conduis à la place, et il faut faire ça tout le temps. Il faut faire ça tout le temps dans la conduite, c'est très fatigant. Mais il faut bouger sans arrêt, autrement le train s'arrête. Il faut bouger un membre, pied ou main, toutes les 10-20 secondes, et sans ça le train s'arrête. Ah donc c'est très physique le métier de cheminot. Ce métier-là, est un métier où il faut les choses. Alors c'est usant. Et puis comme maintenant il faut limiter le personnel, on est tout seul. Alors quand un cheminot a le bonheur d'avoir le président près de lui, alors il parle tout le temps, puis il vous passe les manettes, et vous allez voir comment c'est, etc. Et donc moi je sors de là. Et c'est là où vous avez compris que c'est fatigant. Épuisé. Bon. Et donc là je vais dans une voiture. Et personne dans la voiture, très bien. Il y a juste un corps allongé en première, très bien, parfait. Et puis le train à partir de Marseille est direct Paris. Bon, je dis maintenant je vais jusqu'à Paris, je ne peux pas m'arrêter avant. Puis soudain le corps se lève et met sa casquette, c'est un contrôleur. Ah, on va bien. Et il dit bonjour monsieur. Ah ben écoutez, monsieur, ah là là, qu'est-ce que c'est tranquille maintenant, qu'est-ce que je peux avoir une belle vie dans ce chemin, il n'y a personne dans le train. Et ben, vous êtes là, je vais vous contrôler. Avant de me contrôler, je voudrais que vous me disiez pourquoi vous êtes content. Pourquoi je suis content? Je suis content. Il n'y a personne. Je suis content, il n'y a personne. Comme ça, je n'ai pas à travailler. Je dis mais s'il n'y a personne, on va supprimer le train. Ah bah oui, mais enfin bon, on prendra un autre train, mais il n'y aura pas grand monde non plus. Ah, il y a très bien. Ouais, c'est pas des bonnes heures, de toute façon, ces heures-là. Parfait, il y aura toujours des trains. Puis il faut bien faire rouler les trains. Puis quand on était à la SNCF, je dis oui, mais s'il n'y a personne dedans. Puis à un moment, s'il n'y a plus de train qui roule, il n'y aura plus de SNCF. Bon, messieurs, vous ne connaissez pas la SNCF. C'est l'État. Non, on a passé des concours. Moi j'ai un concours, alors je suis embauché à vie, j'aurai ma retraite, tout est écrit. Vous n'y connaissez rien. Moi j'y connais rien. Et là, le dialogue continue sur ce. Et à un moment, je dis à propos, je vais vous dire qui je suis quand même, je vais vous donner ma carte. Je n'ai pas de billet. Vous n'avez pas de billet? Non, j'ai pas de billet. Et je dis bon, mais qui c'est ça? C'est cette carte? Je dis c'est la carte de président de la SNCF. Vous êtes président de la SNCF? Ben, oui, c'est récent, mais oui, je suis président de la SNCF. Oh, monsieur le président, alors excusez-moi, mais alors ce que j'ai dit tout à l'heure, il dit, écoutez mon vieux, vous l'avez dit. Alors, bon, je vais vous expliquer, vous allez rester là, parce que vous n'avez pas de clients. Vous allez rester là une petite minute, puis je vais vous expliquer ce qui va arriver si le train n'est pas rempli. Et je dis, moi, ma tâche, c'est de remplir les trains. Et votre tâche aussi. Pour perpétuer la SNCF. Pour perpétuer la SNCF. Et donc, je rentre après cet épisode. Le type, comme il habite Nice ou Cannes, va dans un dépôt. À l'époque, dépôt, c'était pas bon. Dépôt, c'est un endroit où ils attendent le train qui va partir dans l'autre sens. Et le lendemain, Bernard Thibault m'appelle. Il paraît que vous avez fait des remarques sur le. Je dis oui, bien sûr. Et donc, j'explique à Thibault ce qu'il a fait. Et après, dans toutes les gares où j'allais, dans tous les endroits où j'allais, il y avait référence à cette conversation. Ça avait diffusé en 2 jours, en 3 jours, sur toute la SNCF. Ce qui est intéressant, c'est le contenu de la conversation. Oui. C'est que vous leur expliquez qu'ils font partie d'une compagnie. Si jamais les trains sont pas remplis, communauté, la communauté de la SNCF, ça redonne du sens au travail. C'est ça qui est très important. C'est ça. Si vous n'avez pas, si vous ne travaillez pas, s'il n'y a pas de travail, et bien vous allez disparaître. Et il me disait, mais c'est pas possible. Je dis, si, c'est possible.
C'est possible, pourquoi rien n'est impossible. Si jamais réfléchissez bien, vous avez bien vu qu'il y avait des lignes qui s'étaient arrêtées. Pourquoi? Parce que, oui, on les a arrêtées. Non, les lignes sont arrêtées, vous savez bien. Et ça a percolé, et ça a transformé complètement. Cet épisode, qui paraît stupide, hein, a percolé dans toute la SNCF pendant des années, et encore aujourd'hui. C'est-à-dire quand je suis dans la voiture, on dit oui, vous avez vu maintenant les trains sont pleins. Donc, parce oui, que maintenant ils sont pleins. Alors ça, vous y êtes pour quelque chose. Donc. Ah oui, parce que... Vous avez dit dans le livre qui nous sert de fil rouge, Le Mouton Noir, que c'était pas tout à fait une année, donc les 7 mois les plus exaltants de votre vie, les plus denses. Les plus denses, c'est-à-dire j'ai pas dormi. Alors qu'est-ce que vous ne dormiez pas? Ben, j'ai fait en sorte que les gens comprennent qu'il fallait des clients, et j'ai dit comment est-ce qu'on peut avoir des clients, et j'ai institué des certes cadencés, c'est-à-dire tous les mois, toutes les demi-heures, toutes les heures, etc. On va à tel endroit et on a toujours un train. La possibilité d'avoir une ristourne si jamais le train était en retard, la possibilité d'avoir une pénalité si le conducteur était en retard pour des raisons qui lui étaient propres, etc. Donc j'ai institué ça avec... vous êtes arrivé à faire passer ça, la pénalité pour le conducteur qui arrive en retard. Bien sûr. Parce que le train, souvent, raison, il part en retard parce que le conducteur n'est pas là. Oui, bien sûr, s'il n'y a pas de raison. C'était terrible. Et donc tout ça, alors ça nécessitait des tas de réformes internes sur l'ensemble de... Et ça veut dire un management de proximité très important. Donc une bonne entente avec les syndicats. Mais un management de proximité. C'est-à-dire que les gens qui étaient dans un endroit déterminé, ils avaient un manager qui pouvait décider sur place. Ah oui. Bon. Et ça, c'est un élément fondamental. C'est-à-dire en décentralisant beaucoup l'autorité, alors. Absolument. Oui. Et donc j'ai indiqué, dès le lendemain, qu'il y avait trop de gens au siège, j'en ai supprimé un certain nombre, puis j'ai fait la même chose 2 mois après. Hein, voilà, j'ai dit non, il y a trop de gens là-haut et il n'y a pas assez de gens d'en bas. C'est les gens d'en bas qui sont importants. C'est un peu armée mexicaine, quoi, c'est ça? Voilà, c'était l'armée mexicaine. Voilà. Bon, alors j'ai fait ça. Alors ça a duré pendant un temps derrière, puis c'est reparti dans le mauvais sens. C'est-à-dire que dès qu'on fait des immeubles de bureaux, on remplit les bureaux. Vous n'avez rien à faire. Et avec des bureaucrates. J'ai toujours dit qu'il fallait que le problème des entreprises, c'est les sièges. Et aujourd'hui, je manage des petites entreprises et il n'y a pas de siège. Il y a pas de siège. Le problème des entreprises, c'est les sièges. Il y a trop de monde au siège. Si jamais il y a des sièges, on est foutu, quoi. Et les sièges, à chaque fois que je vois que j'ai un ancien collaborateur qui prend une responsabilité, je lui dis, montre-moi ton organigramme, je regarde le ratio entre le siège et les gens qui travaillent, et je dis, bon, tu peux enlever la moitié du siège, puis tu verras, ça marchera mieux. Et ça marche. Alors, la preuve est faite que même quand on va dans le mur, on peut l'éviter, in extremis. Oui. C'est valable pour tout, ça? Parce qu'aujourd'hui, la SNCF peut être requinquée si jamais on reprend les choses... Les mêmes remèdes. La même repère. C'est-à-dire, on dit, voilà, vous êtes en train de faire grève, et cette fois-ci, vous êtes mal vu par tous vos concitoyens, parce que vous faites grève pendant les vacances. Bon. Alors maintenant, comment... Alors, je comprends que vous ayez des récriminations. Comment est-ce que vous pouvez récriminer, montrer votre mécontentement, sans que vous soyez mal vu et que la SNCF soit mal vue? Est-ce qu'on peut discuter de ça? Ils n'étaient pas à discuter, moi. C'est ce que j'aurais dit. Essayons de voir comment on résout le problème. Et les gens commençaient à discuter avec moi. Après, on m'a envoyé là où vous savez, donc j'ai pas pu continuer. Mais je pense que si Chirac avait tenu ses promesses et j'ai tenu un an, je pense que depuis cette date, vous n'auriez plus eu de grève comme aujourd'hui. Voilà. Parce que c'est là-dessus qu'il faut jouer. C'est sur le fait que les cheminots ont envie d'être fiers du train. À nous de vous faire préférer le train. Et les contrôleurs disent dans le micro, et vous avez le transport le plus écologique, vous avez bénéficié d'un... Ils sont fiers. Mais c'est la participation du général de Gaulle, ça. C'est ce qu'avait voulu le général de Gaulle avec la participation. Oui, comme il n'y a pas beaucoup les syndicats, c'est-à-dire faire corps avec l'entreprise. Voilà. Mais une entreprise fonctionne si jamais on fait corps avec l'entreprise. À cet égard,
je ne suis pas pour les changements permanents. Là, j'ai une vue très familiale de l'entreprise, où la compétence se transmet et où Vous savez qu'il se passe exactement la même chose. L'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des passages 1 an, 2 ans, 3 ans, on calcule des plans de carrière, on s'en va, on se fait mettre soit en disponibilité, soit carrément au chômage pour avoir des allocs. On fait l'inverse. Le travail est bousillé. La notion de travail comme participation à une entreprise qui a du sens et qui vous dépasse est bousillée. J'ai bien compris que la contagion était forte. Il n'en reste pas moins que ce n'est pas comme ça que les entreprises peuvent fonctionner. Et si jamais on doit redresser la France, et il faut le faire, et on va le faire, eh bien il va falloir revenir à ces notions simples, qui est que lorsqu'on rentre dans une entreprise, on rentre dans un milieu, qu'on s'acclimate, etc. On vous transmet le savoir, vous progressez avec un certain nombre d'outils qui sont nouveaux, avec des formations, il y a énormément. Vous savez que c'est la conception chrétienne, celle de Simone Veil du travail, celle de la communauté. Mais vous avez salariat. Des outils nouveaux. C'est pas parce que ces outils nouveaux sont nouveaux qu'il faut les utiliser pour faire n'importe quoi. Vous avez au contraire la possibilité avec les nouveaux de faire des choses bien plus performantes qu'autrefois. Alors même quand on va dans le mur, il est toujours temps de s'arrêter et de redresser les choses. Ouais. Un exemple que vous connaissez bien, cher docteur, comment redresser... Alors, ce qui est crucial pour l'avenir du pays, c'est l'énergie. Oui. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'un pays qui marche est un pays qui d'abord a une énergie abondante, bon marché et souveraine. Voilà. Alors d'abord, il faut d'abord accepter cette idée. D'accord. Parce que si jamais on n'accepte pas cette idée et qu'on est comme... M. Chirac, puis M. Hollande, à compter les électrons et à dire non, on n'a plus besoin de construire de centrales parce que ça fera trop. Si jamais on n'accepte pas l'idée de l'abondance et l'idée que cette abondance nous permet d'exporter, et c'est une idée simple, je suis abondant. Si jamais on continue, et les prix bas. Et les prix bas du coup. Si jamais on continue dans cette perspective, à ce moment-là, l'ensemble du pays restreint, c'est la pénurie. Donc, c'est simple, donc on va aller ailleurs, et donc on n'arrive jamais à s'en sortir. Il faut qu'il y ait au moins un point d'abondant et de bon marché quelque part. Et ce point d'abondant et de bon marché, c'était l'énergie, et ça reste l'énergie pour les pays qui sont capables de se développer aujourd'hui, ça reste l'énergie pour un bon bout de temps. Grande partie du développement français est due, vous nous aviez dit ça, à EDF, qui a rendu des services immenses au pays, avec des boiteux et des élites magnifiques. Marcel Boiteux et Michel Hugues ont été les artisans du succès français sur 30 ans. Alors maintenant, comment on revient ? Là où on est, pas loin du mur. Là où on est sur... la crête, c'est-à-dire qu'on a fait le boulot, on a les hommes, ils sont formés, on a remis les usines en place, on a remis un certain nombre d'éléments. Alors maintenant, je dirais qu'il faut un homme charismatique pour dire c'est moi le patron et c'est ça que je fais, et il faut qu'il y ait de l'argent pour dire voilà, j'ai de l'argent, par conséquent on fait vite. Alors c'est un exemple comme d'autres, c'est-à-dire qu'on dit on fait le PR2, on dit on décide de la faire, il y a un certain nombre d'années maintenant. On dit mais ça bouge pas, non. Non, mais il faut faire l'héliasme. Tout à fait, on est d'accord. Bon, 4 ans pour faire l'héliasme, je veux bien. Autrefois, les héliasmes en 2 ans, très bien. Puis maintenant, l'héliasme de détail. Le détail, c'est 2 ans. Si vous voulez, 2 ans. Et puis, on dit c'est pas encore vraiment lancé, alors ça va mettre 3 ans. Et ainsi de suite. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de chef. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent. Alors sans chef et sans argent, ça va être difficile de faire. Donc il faut revenir à une situation où il y a un pilote dans l'avion qui dit voilà ce qu'on fait, et puis qui choisit les sous-pilotes. Avec le Claude Prigent, si nous n'avons plus de chef, plus d'élite, et plus d'argent parce qu'on est endetté de tous les côtés, les entreprises autant alors il y a toujours possibilité de trouver de l'argent. Je joue le rôle du pessimiste structurel. Alors, nous avons aujourd'hui des gens qui existent. Alors, ils ne sont pas forcément tous en France, parce que beaucoup sont partis à l'étranger, qui sont prêts à relever le gant. Il y a des gens vrais. Dans l'énergie ? Dans l'énergie. Il y a des vrais gens. Électricité, atomes ? Électricité, atomes.
des vrais gens, vraiment. Bon. Il existe aujourd'hui encore en France quelques chefs de projet capables de mener à bien une opération. Bon, on l'a vu lorsque nous avons fait les centrales en Chine, où c'est des Français qui ont fait les 2 centrales EPA en Chine. Et nous l'avons vu quand, après avoir fait n'importe quoi en Finlande, on a envoyé un véritable chef de projet. Je dirai pas son nom parce que sans ça, il va rougir. Un véritable chef de projet en Finlande. Et la Finlande, aujourd'hui, vit face à la Russie grâce à la centrale qui fait 1300 MW de puissance. Bon. Donc c'est possible. Alors moi, je pense que tout est possible. Simplement, il faut le vouloir et qu'à un moment, ça explose à la figure, même des gens qui ne veulent pas, qui n'ont pas d'autre choix que de le faire. Et je pense que c'est ça qui va arriver. C'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un, quelque part, va s'apercevoir que bon, ça marche pas. C'est-à-dire que bon. Il faut aller vite, parce que le temps. Oui, il faut aller vite, il faut aller vite. Par exemple, bon, il est clair que pour le nucléaire, les journalistes jouent du violoncelle sur, eh bien voilà, l'EPR à Hinkley Point, et puis ben, ça marche tout. pas. Et puis ça prend du retard. Et puis ça sera très cher. Et puis ça. Ok, très bien. Quel remède? Quel remède? Oui, chef. Mais oui, mais vous supposez qu'il y ait des... Oui, chef. Bon, et là, à un moment, le type se dit, oh là là, est-ce que je suis à 20 milliards près ou pas? Oui, je suis à 20 milliards près, bon, mais il faudrait peut-être que... Et alors, un mec, il y a 15 mecs qui arrivent dans son bureau, qui disent, voilà, si vous ne nommez pas X là, on s'arrête, on arrête. Alors, mettons qu'il y ait des élites... Et donc ça va arriver. Mettons qu'il y ait des élites, c'est-à-dire autre chose que des petits oligarques. Il en existe aujourd'hui dans le monde. Qui sont manipulés par les oligarchies étrangères, parce que c'est mon hypothèse. C'est votre hypothèse. Ce que vous appelez élites sont des petits sous-oligarques manipulés, des collabos, manipulés par des oligarchies supranationales. C'est votre hypothèse. Ça, c'est la question de Vichy et du Veldiv. Qui est coupable? C'est les petits policiers ou ceux qui donnent des ordres et qui sont étrangers? C'est votre hypothèse. C'est qu'il ne faut pas que les gens s'en aillent. Vous savez qu'il y a 80 000 ingénieurs de talent, et de talent élevé, qui sont aujourd'hui dans la Silicon Valley, qui sont des Français. 80 000. C'est énorme. Énorme. Il nous manque. Ils sont partis. Il nous manque. Bon. Donc il faut arriver à ce que notre pays retrouve ses ressources de souveraineté pour dire à ces gens, écoutez, vous pouvez peut-être donner 1 mois ou 2 mois de votre temps par an, compte tenu de l'argent que vous gagnez, pour revenir. Est-ce que vous pouvez... Il y a quelque chose à faire, là. Il y a quelque chose à faire. Parce que je ne connais pas un Français qui n'ait pas, dans son cœur, la volonté de revenir. Je n'en connais pas un. Je ne connais pas, je sais, j'ai voyagé. Je ne connais pas un. Et lorsque j'étais aux États-Unis, le nombre de fois où j'ai été accueilli par des gens qui disaient « Racontez-moi ce qui se passe en France, on a envie de revenir ». La nostalgie est forte. C'est épouvantable. Comme vous avez envie de revenir. On a ça en nous, et c'est un peu la même chose que ce que je disais cheminots, vous voyez. Il y a quelque chose qui existe. Il y a quelque chose qui existe. C'est de la tradition. C'est la tradition, c'est le cœur, c'est l'émotion devant les paysages. Et à ce moment-là, il faut un chef d'État différent. Et il faut... oui, bon, bref. Écoutez, on va pas changer. Mais voilà ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est, mais c'est possible. C'est-à-dire que je pense que continuer à dire à la population française c'est fichu, c'est faux. Non. Et c'est vrai du côté industriel, du côté technique, comme du reste. On peut rebâtir quelque chose avec un sentiment de filière. On peut rebâtir des filières. Encore faut-il que les gens jouent le jeu. Tout le monde n'est pas breton, Loïc Le Floch-Prigent. Vous êtes inlassable. C'est peut-être de l'âge. Vous ne lâchez rien. Je ne lâcherai rien. Je vous signale que le petit village gaulois d'Astérix, de Goscinny et Uderzo, il est chez vous. Oui.
mais je sais. Le petit village qui résiste à l'Empire romain, le dernier petit bout. Oui. Ben oui, et la Gaule alors finira je ne sais par pas lequel il avait pris, indépendante. mais je sais de quel village je viens. C'est entre Guingamp et Tréguier, mais oui, c'est pas loin de chez vous. Et moi, mon village d'origine, l'origine de ma famille, c'est Prat, qui est entre Tréguier et Guingamp. Bah voilà, vous êtes dans le village. Et en gaulois. 1650, mes arrière-arrière-grands-parents avaient une maison face à l'église. Voilà. Mais vous ne vous retirerez jamais. Qu'est-ce que je... Vous ne vous retirerez jamais, vous continuerez. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Pas de retraite. Il y a des moments où ma surdité est totale. Pas de retraite dans les deux sens du mot retraite. Cette histoire-là, comme l'histoire de... Alors, il faut prendre des vacances. Je dis oui, bien sûr, il faut prendre des vacances. Mais je suis toujours en vacances, moi. Oui, c'est ça. Oui. Je suis en vacances. Bah, vous avez des dons extraordinaires. Parce que vous savez que vous avez des dons. C'est magnifique. Les joueurs de bridge que vous êtes, par exemple, battent toujours tout le monde parce que vous avez un autre sens que tous les humains n'ont pas. Mais donc, vous ne vous retirerez pas, mais vous continuez à avoir des entreprises, plusieurs entreprises. 8. 8 Oui. À bientôt 80 ans, d'ailleurs, vous les avez, je crois qu'on peut dire votre âge. Oui. Et cette espèce de passionnant. J'ai des gamins passionnants. Doit être contagieuse. Qui sont inventifs, passionnants, qui croient. Vous ne voulez pas faire de politique un peu? Vous ne voulez pas vous présenter à l'élection présidentielle? Je vote pour vous, moi. C'est un peu tard. Je n'ai jamais voulu me présenter comme quoi que ce soit. J'ai bien fait parce que je suis resté dans mes passions. Mais c'est drôle parce que... ma passion, c'est quand même la transformation des produits, c'est l'industrie. Faire, oui. C'est faire. Et donc, je dis à tous ces jeunes gens, regardez l'efficacité de vos actions et non pas la paternité extraordinaire de vos propos exceptionnels. Ça ne sert à rien. C'est l'action, mais par exemple, on découvre que lorsque vous étiez, on faisait allusion tout à l'heure à cet épisode, injustement relégué en étant malade en plus, dans une geôle de Lomé au Togo, vous lisiez Hannah Arendt. C'est un livre, je me rappelle Hannah Arendt. Crise dans la civilisation, je crois, la crise de la civilisation. Oui, crise de civilisation, et puis... C'est une succession de conférences. C'est une succession de conférences. Je me rappelle Hannah Arendt parce qu'elle est tellement actuelle. Arendt, oui. Tellement actuelle. Sur le totalitarisme en particulier. Le totalitarisme, etc. Et je suis un peu intellectuellement un camusien, puisque c'est Camus qui me dit que j'ai le droit d'être de gauche et de ne pas être stalinien. C'est fantastique pour moi. Et ensuite, je suis sous le charme d'Hannah Arendt depuis toujours. Et moi, c'est magnifique, je relis. Et quand je parle du totalitarisme vert, du totalitarisme woke, du totalitarisme, etc., j'ai les phrases entières d'Hannah Arendt qui me reviennent. D'ailleurs, à propos de la SNCF et ce qu'on disait sur la tradition, il y a une conférence d'Arendt qui est « Seule la tradition fait autorité ». C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la SNCF et de ce qui est à retrouver, qui existe, parce que la tradition, elle ne meurt pas. Il faut rentrer dans la tradition. Absolument. Le conservateur que je suis s'y retrouve tout à fait. Hein, oui, et l'homme de gauche et de progrès que je suis scientifique s'y retrouve aussi complètement. C'est-à-dire que par exemple, lorsque je vois un jeune ingénieur et que je lui parle, il a fait des écoles, et je lui parle de Claude Bernard. Oui. Il y en a très peu qui connaissent Claude Bernard. Et je leur dis attention, le doute. C'est pour eux pourtant. Le doute est constitutif de votre liberté. Oui, votre liberté, c'est le doute. Et donc faites attention, parce que vous êtes en train de me dire, il faut faire ci parce que ça fait ça. Donc ça, c'est votre expérience. Mais il y a peut-être une autre expérience qui va vous montrer l'inverse, et par conséquent, il faudra en tenir compte. Donc le doute est absolument indissociable de votre activité. Je suis content que vous ayez cité, je ne m'y attendais pas, Camus, ça vous va très bien. Quel est le roman de Camus que vous préférez? La peste, non? Je vous vois bien en Docteur Tarou. On continue à lutter jusqu'au bout contre la peste. J'ai commencé par le mythe de Sisyphe.
Ah oui, mais c'est Voilà. moins optimiste. Pour moi, si. Ah bon? Pour moi, si, parce que la vie est plus forte que tout. Oui, et vous savez la dernière phrase de La Peste? Le bacille de la peste ne mourra jamais. Oui, aussi. Non, mais Camus, c'est autre chose, pour moi. Oui. Pour moi. C'est la capacité de continuer à penser dans un environnement qui n'a pas envie que l'on Oui. pense. Hein, voilà, C'est pourquoi il faudrait que vous fassiez de la politique, j'insiste. Et il a une capacité à s'opposer à Sartre et Beauvoir C'est ça, oui. qui est Ça m'étonne pas. phénoménal. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas Qui que est vous soyez phénoménal. pas. Moi, alors, quand j'ai vu Pas loin ça, de Camus, parce que je me hein. faisais attaquer par tous les bouts, machin, etc. Je dis non, moi, pas question. Staline, c'est un boucher. Je vois bien votre tradition. D'ailleurs, ça pourrait être la conclusion de notre conversation, une phrase de Camus encore qui vous va bien. Il disait que le héros n'est pas celui qui fait ce qu'il veut, c'est celui qui fait ce qu'il peut. Jusqu'au bout. Je ne me sens pas héros du tout, mais c'est la phrase que je cite sans arrêt dans ma tête. Ah oui. Et lorsque vous êtes venu nous voir chez Le Terrier, vous avez cité la phrase de Mitterrand aussi, Oui. qui dit que la France est en guerre, que les États-Unis sont en guerre contre la France, une guerre à mort, une guerre vitale. Donc on peut la gagner. Bien sûr. Bien sûr, on va la gagner. On va la gagner parce que l'esprit est inventif et la tradition vont permettre de bousculer les montagnes. J'en suis absolument persuadé. Hein, simplement, on est dans un trou. Un trou noir. Ah oui. Un trou noir. Oui, on est un trou noir. Et alors? On en sort. On va sortir. Alors j'ai plusieurs merci à vous faire. D'abord, merci pour vous être plié à l'exercice de ces longues conversations, ces 2 conversations. Et merci surtout pour avoir le courage de dire ce que plus personne ne dit ou n'ose dire dans le brouillard dans lequel nous avançons, c'est que tout est redressable. Et vous avez montré que tout au long de votre vie et de notre conversation, que la volonté, le volontarisme, le désir de servir, parce que vous êtes un grand serviteur, la boussole du bien commun, c'est un vocable breton, la boussole, vous l'avez toujours devant vous, peuvent, comme vous dites, soulever les montagnes. C'est quand on a perdu la boussole du bien commun qu'on n'a plus droit à rien. Voilà. Alors merci beaucoup, cher Loïc Le Floch-Prigent. C'est moi qui vous remercie. Peut-être à bientôt. J'espère qu'un jour on se retrouvera dans 1 an ou 2 ou 10 ou 15 et que vous nous diriez que vous avez eu raison. À bientôt. Merci encore.